Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation hebdomadaire. Nous sommes le lundi 30 août 2021. Marché pétrolier et fondamentaux de Wall Street. Alors vous l'aurez compris, notre thème de la semaine sera le pétrole, hein, et tout d'abord, et plus précisément, quelles sont les perspectives pour le marché pétrolier. On va parler de la demande asiatique, notamment la demande chinoise et de la mobilité. On va par la suite aborder les fondamentaux du marché boursier. On va parler de Wall Street et des différents ratios et de différents signaux qui sont émis par Wall Street afin de tenter de définir les perspectives à Wall Street. Nous allons terminer par la suite par aborder les rendez-vous de cette semaine, notamment le NFP. On prendra connaissance du prochain rapport sur l'emploi américain ce vendredi à 14h30. Un NFP qui sera très important, notamment concernant les décisions de la Réserve fédérale américaine. Donc voilà pour le programme. Nous allons débuter par le traditionnel rappel légal avant d'enchaîner sur un point, sur Jackson Hole, hein. C'était l'événement de la semaine dernière. Et donc ce sera notre introduction pour aujourd'hui. Voilà pour le rappel légal. On passe directement à Jackson Hole. Pas de surprise à Jackson Hole, hein, vendredi dernier. Alors, le discours de Jérôme Powell était très dovish, comme ses discours d'ailleurs de ces 2 dernières années. Alors, on va faire le point, hein, sur la situation. Il y a eu tout de même une petite surprise dans le fait que la majorité du discours était sur l'inflation. Powell qui tentait de convaincre les marchés que l'inflation n'est que transitoire, hein. Powell qui tente de rassurer là-dessus depuis plusieurs mois déjà. Et donc en conséquence, le dollar américain s'est affaibli. L'or et les indices ont progressé, notamment les valeurs technologiques. De nouveaux records à la clé, hein, pour le S&P 500 et le Nasdaq. Alors, Jérôme Powell l'a souligné, comme nous l'avions suggéré précédemment, le variant Delta est une excuse à présent pour ne pas réduire les taux d'intérêt. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tapering. Mester, qui est considéré comme extrêmement dovish, a déclaré qu'elle soutiendrait l'annonce par la Banque centrale d'un plan en septembre afin d'achever la réduction de l'assouplissement quantitatif d'ici le milieu de l'année prochaine. Robert Kaplan, de son côté, est considéré comme hawkish et qui critique le QE depuis très longtemps, a déclaré que la Fed a fait savoir qu'une réduction progressive des taux d'intérêt était imminente. Euh, et donc, visiblement, ce n'est pas son opinion personnelle, mais c'est l'opinion des membres du FOMC. Alors, par conséquent, la décision concernant le tapering de septembre pourrait dépendre du rapport NFP pour le mois d'août. On va en parler à la fin de cette présentation parce que c'est le rendez-vous de cette semaine. On en prendra connaissance, je vous le rappelle, vendredi à partir de 14h30. Alors, on passe à présent au thème de la semaine. Quelles sont les perspectives pour le pétrole, pour l'or noir? L'or noir qui est en train de se redresser à l'heure actuelle avec un ouragan qui a renforcé les perspectives haussières. Alors, mais on va s'intéresser aux facteurs de long terme, parce que cet ouragan n'est qu'un facteur de court terme. On va parler des différents facteurs de court terme pour l'or noir. Concernant les données sur la mobilité en Chine, hein, c'est très difficile de se les procurer. Il faut savoir qu'il y a une amélioration significative à l'heure actuelle de la mobilité en Chine. On voit ici, il y a un redressement de la mobilité, mais on a le mois de septembre et le mois d'octobre, hein, qui arrivent. On se rappelle que l'année dernière, c'était marqué par la seconde vague de Covid-19 et qu'il y avait de nouvelles restrictions. Est-ce qu'on va assister à un scénario similaire? Si la situation sanitaire venait à s'améliorer, la mobilité devrait également s'améliorer. En revanche, hein, si on avait, comme l'année dernière, une hausse des cas de Covid-19, la mobilité pourrait en prendre un réel coup. Et dans ce cas-là, ça peserait lourdement sur les cours du pétrole. Donc la mobilité sera très importante pour les mois de septembre et d'octobre, et ce sera donc le facteur déterminant concernant les cours de l'or noir. Alors il y a donc la demande de Chine, hein, parce que qui dit mobilité, par exemple en Chine, dit hausse de la demande, parce qu'il y a plus de trafic aérien, il y a plus de trajets en voiture et il y a plus de trafic dans les ports. Donc ici, ce qu'il faut voir
ce qu'il faut constater, ce que l'on peut constater, c'est que au cours du début de cette année, les importations de pétrole en provenance de Chine ont diminué par rapport à l'année dernière. Alors la Chine, nous en avons parlé, a libéré une partie de ses réserves stratégiques afin de réduire la pression sur les prix, hein. On en avait parlé lors d'un Good Morning Market, on avait détaillé cet aspect-là. Et d'un côté, les raffineries chinoises ont fonctionné à une échelle très limitée et cela a contribué également, bien entendu, à la baisse des importations. On la voit ici, la baisse des importations qui est conséquente. Ici, les importations chinoises pour 2021 en orange et on retrouvera donc le point bas de ces 5 dernières années, de 2016 à 2020 ici, et le maximum de 2016 à 2020 ici, et la moyenne au milieu en pointillé. Donc concrètement, tout dépendra, concernant la demande chinoise, tout dépendra de la situation pandémique, parce que s'il y a de nouvelles restrictions, il y aura une réduction des trajets en voiture, une limitation des voyages aériens et une fermeture des ports. Et c'est ce qui a contribué à la baisse de la demande de carburant, et c'est ce qui pourrait aggraver cette baisse de la demande de carburant. Alors, selon certaines sources, la demande aurait chuté de 2 millions de barils par jour au pire de la crise de la mobilité. Mais on notera tout de même qu'il y a un léger rebond de la mobilité à l'heure actuelle en Chine. Mais je le répète, tout dépendra de la situation, de l'évolution de la pandémie. Alors, on a pris connaissance des données flash en provenance d'Asie et des données qui suggèrent un rebond, hein, des importations. On retrouve ici les importations en provenance d'Asie. L'amélioration la plus conséquente provient d'Inde. Et on devrait avoir une prochaine hausse des importations en provenance de Chine pour atteindre au moins 10 millions de barils par jour contre 9,7 millions de barils par jour en juillet, hein. Au maximum, on pourrait même atteindre 10,7 millions de barils par jour. Alors, ce rebond des importations peut s'expliquer tout d'abord par une baisse des prix. On en avait parlé, la Chine qui en a profité, on avait abordé cela il y a déjà 2 semaines, mais également cela est dû, cette hausse des importations peut s'expliquer par les attentes d'une hausse de l'activité dans les mois à venir, et ce malgré les craintes croissantes liées au Covid-19. Alors, d'un point de vue graphique, on va tout d'abord on va parler des différents facteurs qui pourraient influer sur le pétrole d'un point de vue court terme. Tout d'abord, cet ouragan dans le golfe du Mexique et sur la côte est des États-Unis. Cela pourrait entraîner une baisse de la production de pétrole et d'essence, mais il y a une hausse de la demande, hein, d'un autre côté, par exemple pour les distillats. Donc, ça pourrait donc annuler les effets baissier de cet ouragan. Concernant la situation avec l'Iran, les États-Unis restent ouverts aux négociations, mais il n'y a pas de pression à l'heure actuelle, hein, pour un accord imminent. Donc c'est un facteur que l'on met également de côté, car il ne devrait pas ressurgir sur le court terme. Il y a une baisse prévue de la production au Mexique de 400 000 barils par jour. Ça ne devrait pas affecter les cours du pétrole à court terme. On notera que l'essence livrée sur le marché américain est presque au même niveau que lors de la période 2015-2019. Et donc nous avons une demande de carburant aux États-Unis qui reste forte, mais pas excessivement forte. Donc ça ne sera pas également un facteur déterminant. Et on aura l'OPEP, hein, le premier qui se réunira, les pays membres de l'OPEP+, qui se réuniront le 1er septembre. On notera que les États-Unis ont récemment demandé une augmentation de l'offre des pays membres de l'OPEP. Mais bon, ce sera un équilibre assez difficile à respecter pour les membres de l'OPEP+, car il y a un risque persistant par rapport au coronavirus, mais il y a également un risque que la demande augmente plus rapidement que prévu. Donc, je pense, selon moi, le réel facteur qui pourrait influer sur les cours du pétrole, c'est justement cette réunion de l'OPEP+, qui est prévue au 1er septembre. Sur ce graphique, on peut voir les différentes corrections qui sont dues à des vagues de coronavirus. Il y a eu une récente correction à l'heure actuelle, et cette réunion de l'OPEP sera déterminante et permettra soit donc de réintégrer la précédente structure ouvert-balance, soit inversement, donc de se replier en direction des 55 dollars, ici où l'on peut retrouver la moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc ce sera un réel tournant, cette réunion de l'OPEP+, prévue, donc je le répète, pour le 1er septembre. Selon moi, c'est le facteur déterminant à court terme. Alors à présent, nous allons aborder les fondamentaux du marché boursier. On va parler de plusieurs ratios. Nous sommes sur des valorisations
record et un marché clairement bullish. Alors, est-ce que ce marché boursier reflète l'économie? Non, Wall Street ne le reflète pas. On notera d'ailleurs que le ratio S&P 500 sur PIB nominal que l'on retrouve sur le graphique de gauche est supérieur de plus de 30% à celui du pic de la bulle Internet, hein. Voici ce ratio S&P 500 PIB nominal lors des années 2000. On est 30% plus haut à l'heure actuelle, donc on est largement supérieur. Euh, il faut noter tout de même que malgré le fait que la S&P 500 ne reflète pas correctement l'économie américaine, pourquoi? De par sa composante, sa forte composante en valeur technologique, les revenus des entreprises et le PIB restent positivement corrélés. On voit sur le graphique de bas le ratio PS du S&P 500 qui est supérieur à son pic de la bulle Internet, hein. On le voit ici, on est largement supérieur et il est intéressant de noter que lorsque ce ratio est au-dessus de la barre de 2,3, c'est devenu un signal d'alarme à l'heure actuelle, hein, depuis l'apparition du coronavirus. C'était un sommet précédemment, un record historique, maintenant c'est un seuil d'alerte. Donc des seuils d'alerte qui sont présents d'un point de vue fondamental, en tout cas d'un point de vue S&P 500 par rapport au PIB nominal, mais également d'un point de vue du PS du S&P 500, on a largement franchi les niveaux de la bulle Internet. On va s'intéresser à présent au ratio PE, Price Earning Ratio, qui est en baisse. Pourquoi? Parce que cela n'inclut plus dans le dénominateur, on ne retrouve plus le T2 2020 et les résultats du dernier trimestre ont été supérieurs aux attentes grâce notamment à la relance budgétaire et à l'absence de hausse d'impôts. Donc on a un repli du PE à l'heure actuelle. Il faut noter que également, et ça on le voit sur le graphique du bas qui représente les rallyes de 2 ans depuis 1951, et c'est la première fois depuis 1951 justement que le marché haussier, un marché haussier de 2 ans, a dépassé la barre des 100%. Là, on a dépassé le 2.0 ici et c'est la première fois depuis 1950. On notera tout de même que généralement, précédemment, lorsque les hausses étaient de 65 à 85%, cela a été suivi d'une correction d'au moins 20% sur le marché boursier. Donc, si correction il y a, en tout cas, c'est un niveau qui n'a jamais été atteint depuis 1950, on peut s'attendre à une correction d'au moins 20%. Donc voilà pour ces valorisations records, ce marché haussier exceptionnel, plusieurs ratios qui sont à des niveaux records ou à des niveaux extrêmement élevés. On a largement surpassé le début des années 2000. Mais paradoxalement, nous avons un sentiment des investisseurs qui est loin d'être élevé, hein. Nous ne sommes pas à des niveaux élevés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant 2021, on avait donc des opportunités d'achat lorsque ce niveau de sentiment que l'on retrouve ici, parce qu'en haut, ce sont les cotations du S&P 500, il y avait des opportunités d'achat lorsque le sentiment retombait aux alentours des moins 1. Vous voyez, lorsqu'on tombe à moins 1 ici, opportunité d'achat et il s'ensuit un rallye haussier. Encore une fois, ici, aux alentours de moins 1, rallye haussier par la suite. Mais à présent, le seuil d'alerte est à 0. À chaque fois que l'on tombe à 0, d'un point de vue du sentiment, il y a des opportunités d'achat et il s'ensuit un rallye. Donc voilà pour cet indicateur de sentiment. On voit un réel changement, hein, depuis l'apparition du Covid. C'est pour cela que certains ratios atteignent des records historiques. Ici, l'indicateur de sentiment, si je puis dire, s'est rehaussé. Les signaux étaient donnés à moins 1, ils sont donnés à 0 à présent dans le monde d'après-Covid. Alors cette semaine, NFP et ISM. On va tout d'abord parler du NFP parce que c'est le réel, c'est le rendez-vous le plus attendu. Il sera très important parce que justement le marché du travail est utilisé par la Réserve fédérale américaine comme excuse pour ne pas réduire les taux d'intérêt. Et la reprise du marché du travail ne cesse de se renforcer. Le rapport pour le mois de juillet, le rapport NFP était extrêmement robuste. Les pressions salariales se poursuivent. Et si les données pour le mois d'août, ces données-là qui nous seront fournies vendredi à 14h30, sont à nouveau bien orientées, la Fed sera davantage contrainte de commencer à réduire son soutien monétaire, ce qui pourrait affecter directement le billet vert, mais également l'or noir et peut-être les indices boursiers.
Ce NFP sera donc, je le répète, publié vendredi à 14h30, mais on prendra connaissance avant du rapport ADP mercredi à 14h15 comme d'habitude. Donc plein phare sur le marché du travail cette semaine et le rapport NFP qui sera publié comme chaque premier vendredi du mois. Mais on prendra également connaissance de l'ISM et ce qu'il confirmera les récentes difficultés. Alors, il y a un aspect qui a été mis en avant par les récents chiffres flash des indices PMI, c'est que la demande s'est relâchée et les problèmes liés à l'offre se sont poursuivis. L'indice PMI des services aux États-Unis a plongé, mais à noter qu'il a été plutôt volatile dernièrement. Vous voyez ici ce plongeon du PMI des services aux États-Unis. Et donc, les investisseurs seront dans l'attente cette semaine des indices ISM manufacturiers mercredi à 16h et des services également. Donc voilà pour le second rendez-vous de cette semaine. Ce sera mercredi, donc plein phare sur l'ISM et sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Et donc sur ce, on va mettre un terme à ce point hebdomadaire, hein. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé du pétrole, le pétrole qui sera sous les feux des projecteurs cette semaine avec la réunion des pays membres de l'OPEP+, le 1er septembre. Nous avons fait le point sur Jackson Hole. Nous avons également abordé les fondamentaux du marché action aux États-Unis. Nous avons terminé avec donc ces rendez-vous macroéconomiques de la semaine. Je vous souhaite donc un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Au revoir.